vous avez déjà créé à la scène. Mais cette fois, c'est Jean-Paul Sartre qui en fait le dialogue, et cela nous vaudra de vous voir ensemble, Yves Montand et vous, Simone Signoret. Pourquoi d'ailleurs ne tournez-vous pas plus souvent ensemble? Une question que tout Elle le monde le se pose. détestait plus que quiconque. À la fin de sa carrière, Simone Signoret ne cherchait plus à convaincre. Elle regardait en arrière avec une lucidité froide, presque détachée. Les rôles, les récompenses, les applaudissements, tout cela avait perdu de son importance. Ce qui restait en revanche, c'étaient certains visages. Pas les admirateurs, pas les alliés, ceux qui avaient laissé une trace plus profonde. Ce n'était pas une haine spectaculaire, rien qui explose devant les caméras. Tout s'était construit dans le silence, dans des regards évités, dans des décisions prises sans elle. À cette époque, la presse pouvait transformer une histoire intime en humiliation publique en quelques jours. Une relation devenait un scandale. Une absence devenait une preuve. Et une femme même forte pouvait être exposée sans pouvoir se défendre. Elle a traversé cela plusieurs fois. Des critiques, des comparaisons, des remises en question constantes. Mais il y a eu un moment différent, plus froid, plus définitif. Un moment où elle n'a pas réagi. Elle a compris. Avec le temps, cela a pris la forme d'une liste silencieuse. Pas écrite, mais précise. Chaque nom lié à une fracture. Avant de plonger dans cette liste, il faut comprendre qui Simone Signoret était vraiment. Simone Signoret est née en 1921 dans un contexte où rien n'était stable ni politiquement ni socialement. Elle n'a pas grandi avec l'idée de devenir une icône. Très tôt, elle a appris à observer, à comprendre, à se protéger. Ce n'était pas une beauté évidente, pas une présence facile à vendre. Son regard dérangeait. Sa manière d'être ne cherchait pas à plaire. Au début, l'industrie ne savait pas quoi faire d'elle. Trop sérieuse pour les rôles légers, trop indépendante pour les clichés habituels. On la regardait avec méfiance. Les premières années ont été marquées par des refus des rôles secondaires et surtout une forme de mise à l'écart silencieuse. Elle n'était pas rejetée frontalement mais jamais vraiment choisie non plus. Et dans ce milieu, cette nuance fait toute la différence. Quand elle a commencé à s'imposer, ce n'était pas grâce à une image fabriquée mais par une présence impossible à ignorer. Elle ne jouait pas pour séduire, elle jouait pour imposer une vérité. Cela a fini par fonctionner, mais cette reconnaissance n'a jamais été totale. Elle venait toujours avec une condition, avec une réserve, comme si elle restait une exception tolérée plutôt qu'une norme acceptée. Sa relation avec Yves Montand a renforcé cette exposition. Ensemble, ils formaient un couple observé en permanence, analysé, commenté. Ce n'était plus seulement une actrice, c'était une figure publique dont chaque geste pouvait être interprété. Et dans cet environnement, la moindre fissure devenait visible. Elle n'a jamais été naïve. Elle comprenait les règles du jeu. Mais comprendre ne protège pas. Avec le temps, les tensions se sont accumulées. Des regards qui changent, des choix qui excluent, des silences qui blessent plus que des mots. Ce n'était pas un seul événement. C'était une succession de moments qui, mis bout à bout, ont laissé des traces profondes. 5 personnes ont laissé des cicatrices qu'elle n'a jamais oubliées. Numéro CANQ, Jean-Paul Sartre. C'était celui qui l'a confrontée à une forme de froideur qu'elle ne pouvait pas combattre. Jean-Paul Sartre n'était pas un ennemi visible. Il ne cherchait pas à la détruire, ni à la remplacer, ni même à l'humilier publiquement. Et pourtant sa présence a installé un déséquilibre que Simone Signoret n'a jamais totalement accepté. Dans le Paris intellectuel de l'après-guerre, Sartre représentait une autorité, un monde où chaque geste, chaque parole, chaque engagement devait être justifié, analysé, presque disséqué. Signoret évoluait à proximité de ce cercle sans jamais en faire complètement partie. Elle n'était pas ignorante, loin de là. Elle lisait, elle comprenait, elle participait. Mais elle refusait de réduire la vie à un système. Là où lui construisait des idées, elle défendait une expérience. Et cette différence, au lieu de créer un dialogue, a installé une distance. La violence n'était pas frontale. Elle était plus subtile, plus difficile à nommer. C'était une manière de regarder, de juger sans attaquer directement. Dans ce cadre, Signoret n'était pas combattue, elle était évaluée. Ses choix, ses prises de position, même ses silences pouvaient être interprétés comme insuffisants, incomplets, imparfaits. Ce n'était pas une critique ouverte, mais une mise en doute permanente.
Et dans un milieu où la reconnaissance intellectuelle comptait autant que le succès public, cela avait un poids réel. Il y a eu des moments précis où cette tension est devenue évidente. Des conversations où elle sentait que ce qu'elle disait n'était pas reçu comme une vérité, mais comme une version inférieure de quelque chose de plus profond. Des instants où elle comprenait que quoi qu'elle fasse, elle resterait à la périphérie. Non pas exclue, mais jamais pleinement acceptée. Et pour quelqu'un qui avait déjà dû se battre pour exister dans son propre domaine, cette position était difficile à tolérer. Elle n'a jamais répondu frontalement. Pas de rupture officielle, pas de déclaration. Elle a simplement pris de la distance. Mais cette distance n'efface pas ce qu'elle a ressenti. Elle a compris que certains univers ne sont pas faits pour accueillir des individualités fortes, mais pour les redéfinir. Et elle a refusé cela. Ce n'était pas une guerre. C'était pire. Une incompatibilité silencieuse qui laisse des traces durables. Ce moment ne l'a jamais quittée. Numéro 4, Brigitte Bardot. Personne ne l'a éclipsée comme elle. Lorsque Brigitte Bardot apparaît, tout change brutalement. Ce n'est pas une progression lente ni une transition naturelle entre deux générations. C'est une rupture. Une nouvelle image de la femme envahit le cinéma français, plus libre, plus provocante, plus instinctive. Et face à cela, Simone Signoret se retrouve soudainement déplacée presque malgré elle. Le conflit n'a jamais été direct. Elles ne se sont pas affrontées ouvertement, elles ne se sont pas attaquées dans la presse. Mais le choc était là, visible constant. Les comparaisons commencent rapidement. D'un côté Signoret, actrice danse intérieure construite sur la profondeur. De l'autre, Bardot immédiate, magnétique, presque incontrôlable. Ce n'étaient pas seulement deux styles différents. C'étaient deux visions incompatibles de ce que devait être une femme à l'écran. La violence vient de l'extérieur, des journaux, des critiques, du public. On ne parle plus de leurs talents respectifs, mais de leur place, qui incarne le présent qui appartient déjà au passé. Et dans cette logique brutale, Signoret est lentement repoussée. Pas rejetée frontalement, mais reléguée, moins visible, moins centrale. Comme si une nouvelle norme venait d'être imposée sans discussion possible. Il y a eu des moments précis où cette bascule est devenue évidente. Des affiches, des couvertures de magazines, des rôles qui échappent. Rien de spectaculaire isolément, mais une accumulation qui finit par dessiner une réalité. Ce n'est pas Bardot qui attaque. C'est son image qui envahit tout. Et face à cette vague, Signoret ne peut pas lutter sur le même terrain. Elle refuse de se transformer pour suivre cette tendance. Elle reste fidèle à elle-même. Mais ce choix a un prix. Ce prix, c'est l'effacement progressif dans certains espaces. Une perte de centralité qui ne dépend pas de son talent, mais du regard extérieur. Et pour une actrice qui a dû se battre pour être reconnue autrement que par son apparence, cette nouvelle hiérarchie est une forme d'humiliation. Pas déclarée, mais réelle. Elle ne l'a jamais attaquée. Elle n'en avait pas besoin, mais elle n'a jamais accepté ce qu'elle représentait. Certaines blessures ne disparaissent jamais. Numéro 3. Marilyn Monroe. C'était elle qui a tout fait basculer. Lorsque Yves Montand arrive à Hollywood, rien n'indique encore que l'équilibre va se briser. C'est une opportunité, un passage, une étape dans une carrière qui s'ouvre à l'international. Simone Signoret l'accompagne, observe, comprend les règles de ce nouveau monde sans jamais s'y perdre complètement. Elle sait que tout ici fonctionne différemment. Mais elle ne s'attend pas à ce que cela la touche aussi directement. Puis Marilyn Monroe entre dans l'équation. Au départ, ce n'est qu'un tournage, une collaboration, une proximité inévitable entre deux figures publiques. Rien d'exceptionnel dans ce milieu. Mais très vite, quelque chose change. Pas seulement entre eux, mais autour d'eux. Les regards se déplacent, l'attention se concentre ailleurs, et surtout la presse s'empare de l'histoire. La violence commence là. Pas dans un geste, pas dans une confrontation, mais dans une exposition totale. Les rumeurs deviennent des certitudes, les images circulent, les insinuations se multiplient. Ce qui aurait pu rester une erreur privée devient un spectacle mondial. Et Signoret, sans rien dire, se retrouve au centre de cette narration qu'elle ne contrôle pas. Elle ne découvre pas seulement une trahison, elle la découvre en même temps que tout le monde. C'est ce décalage qui la brise. Ne pas pouvoir réagir avant que le récit soit déjà fixé. Ne pas pouvoir protéger ce qui était encore intime.
Elle comprend que dans ce système, la vérité importe moins que ce qui est montré, et ce qui est montré, c'est une femme remplacée. Pas progressivement, pas discrètement, mais ouvertement. Il y a un moment précis où tout devient clair. Pas une scène dramatique, pas une confrontation directe, juste une accumulation d'images, de titres, de silence. Elle comprend que rien ne sera réparé de la même manière, même si mon temps revient. Même si tout semble reprendre sa place, ce qui a été exposé ne disparaît pas. Elle ne cherche pas à se venger, elle ne dramatise pas publiquement, elle reste, elle continue, elle avance. Mais quelque chose s'est fermé définitivement. Une confiance, une illusion, une stabilité qu'elle pensait acquise, et elle ne lui a jamais pardonné. Numéro 2, Yves Montand. C'était l'homme qui l'a brisé. Au départ, tout semblait solide. Simone Signoret et Yves Montand formaient un couple que beaucoup considéraient comme indissociable. Il y avait une complicité, une admiration mutuelle et surtout une impression d'équilibre. Elle apportait une profondeur, une stabilité. Lui, une énergie, une présence qui attirait naturellement l'attention. Ensemble, ils incarnaient une forme de réussite qui dépassait le simple cadre artistique. Mais cet équilibre n'était pas aussi solide qu'il en avait l'air. Avec le temps, les trajectoires évoluent, les attentes changent, et surtout la pression extérieure devient plus lourde. Montand entre dans un autre univers, celui de Hollywood, où les règles ne sont pas les mêmes. Là, bas, tout est plus rapide, plus visible, plus exposé, et dans ce contexte, les frontières personnelles deviennent floues. La trahison n'est pas seulement un acte, c'est une manière de continuer comme si rien n'avait changé. Ce qui a marqué Signoret, ce n'est pas uniquement ce qui s'est passé avec Marilyn Monroe, c'est ce qui s'est passé après. Le retour, le silence, l'absence d'une véritable rupture. Montand ne disparaît pas, il revient, il reprend sa place, comme si l'événement pouvait être absorbé, digéré, oublié. C'est là que la violence devient réelle, pas dans le scandale lui-même, mais dans la façon dont il est géré. Signoret se retrouve face à une situation où elle doit continuer à avancer sans que rien ne soit réellement résolu. Elle n'est pas confrontée à une fin claire, mais à une continuité imposée. Et cette continuité est plus difficile à accepter qu'une rupture nette. Il y a un moment où elle comprend que ce qui a été brisé ne pourra pas être reconstruit de la même manière. Pas parce qu'il manque des excuses, mais parce que quelque chose de plus profond a disparu. Une forme de confiance qui ne se négocie pas, qui ne se restaure pas. Elle reste, elle joue son rôle, elle maintient une façade de stabilité. Mais, intérieurement, la fracture est là. Elle ne transforme pas cela en spectacle. Elle ne cherche pas à régler ses comptes publiquement. Mais elle n'oublie pas. Et surtout, elle ne revient jamais complètement à ce qu'elle était avant. Elle ne lui a jamais pardonné. Numéro 1, Marilyn Monroe. C'était celle qui l'a détruite sans jamais l'affronter. Il ne s'agit pas seulement d'une liaison ni d'un épisode isolé dans une carrière déjà exposée. Lorsque Marilyn Monroe apparaît dans la vie de Yves Montand, tout ce que Simone Signoret pensait stable cesse de l'être. Ce n'est pas la première fois que le monde du cinéma mélange vie privée et spectacle, mais cette fois l'échelle est différente. Ce n'est plus la France. Ce n'est plus un cercle contrôlé. C'est Hollywood. Et à Hollywood, rien ne reste discret. Au début, cela peut encore être ignoré. Une proximité sur un tournage, des regards, des rumeurs. Rien qui ne puisse être nié ou minimisé. Mais très vite, la machine médiatique s'emballe. Les images circulent, les titres se multiplient, les interprétations deviennent des certitudes. Et surtout, le récit est déjà écrit avant même qu'elle puisse réagir. Dans ce récit, elle n'est plus le centre. Elle devient celle qui est laissée derrière. La violence ne vient pas d'une confrontation directe entre deux femmes. Monroe ne l'attaque pas. Elle n'en a pas besoin. Son image suffit. Elle incarne tout ce que le système valorise à cet instant précis, la lumière, le désir, l'immédiateté. Et face à cela, Signoret est placée dans une position impossible. Elle ne peut ni rivaliser sur ce terrain, ni ignorer ce qui se passe. Chaque photo publiée, chaque article, chaque silence renforce une réalité qui lui échappe complètement. Il y a un moment où elle comprend que le problème ne se limite pas à Montand. Ce qui est en train de se jouer dépasse leur relation. C'est une démonstration publique. Une manière de montrer qu'une femme peut être remplacée non pas dans l'ombre mais sous les projecteurs. Et cette exposition, elle ne peut pas la contrôler ni la corriger.
elle doit la subir. Même après le retour de mon temps, rien ne disparaît vraiment. Les images restent les souvenirs aussi. Ce qui a été montré ne peut pas être effacé. Et ce qui a été ressenti ne peut pas être reconstruit. Elle continue, elle avance, elle travaille. Mais cette fracture devient une référence silencieuse, un point de bascule dans sa manière de voir les autres et de se protéger. Ce n'était pas une rivalité classique, c'était une perte de contrôle, une perte de confiance, une perte d'illusion, et elle ne lui a jamais pardonné. Ces noms ne sont pas seulement des souvenirs, ils sont des traces. Des moments précis où Simone Signoret a compris que rien dans ce monde n'était vraiment stable. Chaque relation portait en elle une possibilité de rupture. Chaque succès attirait une forme de violence visible ou invisible, et chaque silence pouvait cacher une décision irréversible. Elle n'a pas été détruite au sens où certains l'entendent, elle n'a pas disparu, elle n'a pas abandonné, mais elle a été transformée. À travers ses expériences, elle a perdu certaines illusions essentielles. L'idée que la loyauté suffit, que le talent protège, que la vérité finit toujours par s'imposer. Rien de tout cela n'est garanti. Ce qui reste, ce sont les cicatrices. Pas visibles, pas spectaculaires, mais constantes. Elles influencent ses choix, ses réactions, sa manière d'être avec les autres. Elles ne la définissent pas entièrement, mais elles font partie de ce qu'elle est devenue. Une femme plus lucide, plus distante, plus difficile à atteindre. Dans un monde qui valorise l'image et oublie rapidement ce qui la dérange, elle a choisi de ne pas oublier. Non pas pour nourrir une rancune, mais pour rester consciente. Consciente de ce que les autres peuvent faire. Consciente de ce qu'elle ne veut plus revivre. Elle n'est pas une héroïne parfaite, elle n'est pas non plus une victime. Elle est quelqu'un qui a traversé, qui a encaissé et qui a continué. À la fin, les gentils ne gagnent pas, ils survivent. Et c'est pour cela qu'on se souvient d'elle.